Nouveau numéro de votre émission. Comme je le disais à l'entrée de cette édition, que nous recevons Ruben Bouiri. C'est un jeune entrepreneur, acteur sociopolitique et membre d'un parti politique, allais-je dire, mais aussi initiateur d'une ASBEL Elengue Yabouania. Ruben, bonsoir. Bonsoir, monsieur Gilles. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous avoir sur mon plateau ce soir. Je suis aussi très heureux de recevoir votre invitation. J'ai été très heureux de recevoir votre invitation et je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui en train de parler de la jeunesse. En tout cas, alors avant de commencer, c'est une coutume. Vous allez regarder la caméra qui est juste à côté, qui est juste devant vous, et vous allez passer un message d'introduction à tous les jeunes et à tous les parents qui nous suivent en ce moment. Voilà, le message que je peux passer en tant que jeune, comme vous l'avez dit tantôt, je suis un jeune sociopolitique, entrepreneur. Et voilà, tout ce que je peux dire à la jeunesse, il fait que nous nous mobilisons parce que l'avenir nous appartient. On ne doit pas préparer l'avenir pour le jeune, mais on doit préparer les jeunes pour l'avenir. Voilà, nous devons nous-mêmes aussi nous préparer pour l'avenir, pour ne pas dire que l'avenir n'a pas été facile pour nous. Voilà, tout ce que je peux dire comme message, nous devons nous mobiliser en tant que jeunes, prendre conscience et nous dire que ces pays, l'avenir de ces pays nous appartient. L'avenir de ce pays nous appartient, Ruben Bouiri. Alors on va d'abord essayer de parler de votre association, Elengue Yabouania. Pourquoi d'abord cette dénomination Elengue Yabouania? On voit des associations de partout. Il y a des associations Jeunesse en Action, par exemple, des associations Elengue Totelema, par exemple, et j'en passe. Mais pourquoi vous avez choisi de dénommer votre structure Elengue Yabouania? D'où vient cette inspiration? Merci beaucoup, monsieur Jude, pour la question. Voilà. Comme vous l'avez dit, je suis l'initiateur, donc l'idée est venue par moi. J'étais chez moi à la maison en train de concevoir mes projets en tant qu'entrepreneur. Et du coup, je suis tombé sur ça et pourquoi pas encadrer la jeunesse? Pourquoi pas faire une chose qui va rassembler les jeunes de mon côté? Pourquoi pas faire une chose qui va donner de la force au fait, qui va sensibiliser la jeunesse, leur dire que l'avenir nous appartient? Pourquoi la dénomination Elengue Yabouania? Parce que nous savons, la plupart des jeunes, qu'on se les dise, sont intelligents. La plupart des jeunes de ces pays sont intelligents. Je peux vous donner quelques exemples. Il y a des jeunes qui sont nommés au sommet des grandes sociétés de l'État. Donc l'intelligence déjà, ça y est, mais il a fallu une touche de sagesse. Et voilà pourquoi moi, avec mes collaborateurs, que j'appelle les cofondateurs de l'ASBEL, nous avons voulu mettre Elengue Yabouania, jeune sage. Nous avons voulu toucher la partie sagesse des jeunes. Et voilà pourquoi même, dans notre façon de faire les choses, nous mettons beaucoup plus de choses, de conférences et autres choses qui touchent à la sagesse. Vous voyez, l'intelligence y est. Mais quand vous y mettez une certaine dose de sagesse, vous allez comprendre que l'intelligence sera parfaite. Ruben, on le sait très bien que l'intelligence est apprenable. On peut apprendre Voilà. l'intelligence. On peut acquérir de l'intelligence à travers l'école, par exemple, les universités. Mais la sagesse, en quelque sorte, c'est une valeur innée, un don inné. Mais comment vous faites pour pouvoir arriver à inculquer de la sagesse aux jeunes? Qu'est-ce que vous Non, faites exactement? vous m'avez mal compris en fait. Je m'excuse pour cela. J'ai pas dit que nous sommes en train d'inculquer la sagesse. Nous sommes en train d'encadrer cette sagesse en fait. Vous devez avoir une sagesse, comme vous l'avez dit tantôt, que c'est un don. Parce que déjà, c'est un don, nous ne pouvons pas l'échanger. Donc nous sommes là en train d'encadrer cette sagesse pour que la sagesse fasse naître de choses nouvelles, de bonnes choses qui seront bénéfiques pour la jeunesse. Vous voyez, nous allons dans ce sens-là. C'est pas que nous sommes en train d'inculquer la sagesse, nous sommes en train de faire de la sagesse que nous avons trouvée au sein de jeunes, une sagesse qui peut faire des choses, qui peut faire ressortir des choses qui seront bénéfiques pour la jeunesse à l'avenir. Voilà, c'est un peu ça. Alors, depuis combien de temps est-ce que vous existez déjà? Votre ASBEL a été créé en quelle année exactement? C'était en 2020, au moment où nous souffrions du Covid-19. Pendant ces temps, tout a été asphyxié, tout a été chamboulé. Et pendant ces temps, nous avons travaillé dur, nous avons travaillé d'arrache-pied pour que nous mettions en place cette ASBEL qui prône l'encadrement de la jeunesse. En 2020, l'idée m'est venue, j'avais rassemblé quelques membres de mon équipe. Je cite M. Steve Biko, M. Jason Panzo et Mme Christelle. Malheureusement, deux d'entre nous sont en dehors du pays, au Canada, M. Biko et Mme Christelle. Mais quand même, de loin, je leur suis reconnaissant parce que je suis venu avec l'idée, c'était pas facile en jeune, entreprendre un tel projet à caractère intellectuel. C'était pas facile quand tu crois. Donc, vu que nous étions à l'église,
Nous étions tous catholiques, nous fréquentions des groupes tels que le groupe K et autres. Et voilà, l'idée est venue, j'avais rassemblé la plupart des jeunes qui étaient là, étaient les jeunes de l'église. Voilà pourquoi j'ai fait allusion à la sagesse. C'était les jeunes de l'église et puis nous sommes rassemblés. Nous avons dit pourquoi pas faire de cette Asbel une Asbel qui sera pas seulement pour l'église catholique, mais pour tous les jeunes de mon quartier. Vous voyez, au départ c'était ça l'idée. Nous avons rassemblé quelques jeunes au niveau de notre quartier. Nous avons exposé notre projet. Et le projet était très bien accueilli et les jeunes nous avaient vraiment soutenus. Et nous sommes arrivés jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Et puis moi j'ai laissé... Est-ce que vous estimez que vous avez toujours le soutien de la jeunesse? Oui, c'est sûr. Attends, je vais en arriver là. Vous savez pourquoi je suis initiateur, j'étais le coordonnateur. J'ai laissé pourquoi? Parce que à un moment, je n'avais plus le temps de mélanger tout ce que je fais. Je suis cadre dans un parti politique, membre de la Ligue des jeunes nationale. Vous voyez, et du coup, vu que j'étais au service de la jeunesse, nous l'avons créé ensemble, bien que l'idée était venue par moi, mais je ne devais pas en faire une chose propre à moi. Je ne devais pas prendre des décisions de manière arbitraire. Là, c'est inconcevable. Et voilà, du coup, lors d'une assemblée générale, j'avais décidé de laisser. Actuellement, l'ASBEL est coordonné par un monsieur. Un cofondateur s'appelle Maître Jason Panzou. C'est lui qui coordonne l'ASBEL. Moi, je reste en tant que l'initiateur. Vous voyez, c'était pas pour le but d'être là en tant que chef, éternel, mais faire en sorte que les pouvoirs soient rotatifs. Nous voulons qu'à un moment, un jeune, peut-être qu'il y a 10 ans aujourd'hui, peut commander l'ASBEL après 8 ans. Il aura 18 ans. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que nous évoluons. Alors, vous avez déjà presque 3 ans, c'est depuis 2020 que vous existez. Dites-nous, quelles sont les actions que vous avez déjà eu à mener? Voilà, les actions que nous menons à caractère intellectuel d'abord. Nous organisons des conférences et surtout, vu que l'encadrement de la jeunesse était moins vaste, nous avons ciblé une cible, la délinquance juvénile. C'est un fait qui ronge la société congolaise et surtout la jeunesse congolaise en général et celle de la ville de province de Kinshasa en particulier. Vous vivez à Kinshasa, vous n'allez pas me contredire, la délinquance juvénile. Alors, dans ce sens-là, nous avons mené des actions, voir ce jeune-là, parler avec eux, leur demander en fait. Vous savez, l'autre fois, nous avons mené une action. Nous nous sommes rendus au niveau d'un club de boxe. Apparemment, c'était un club qui fournissait des koulouna. Nous sommes arrivés, nous avons demandé les besoins. Qu'est-ce qui ne va pas? Le sport ne veut pas dire que vous devez automatiquement devenir de koulouna. Nous sommes arrivés là, nous avons parlé, nous avons remis des choses. C'était à caractère non lucratif, vous voyez, non? L'ASBEL. Et puis nous faisons des conférences. Je vous informe que le 1er avril, nous aurons une conférence. Peut-être que vous serez aussi invité, M. Gide. On va parler de la jeunesse, des enjeux de la jeunesse. La jeunesse face aux enjeux actuels, j'allais dire. Voilà, nous allons dans ce sens-là que nous organisons des conférences, nous organisons des activités, nous organisons beaucoup de choses que je ne vais pas tout citer ici. Vous allez voir, vous pouvez passer sur notre page, vous pouvez vérifier, il y a des pages qui nous publient aussi en tant que ASBEL. Alors, dites-moi, quels sont vraiment vos objectifs? Qu'est-ce que vous visez au niveau de la jeunesse? En tant qu'activistes sociaux, ce que nous visons pour la jeunesse, d'abord, c'est la rendre meilleure. La rendre autonome, la rendre, comment je peux dire, indépendante. Vous voyez, les actions que nous menons vont dans un sens où un jeune, au travers les conseils que nous donnons, au travers les réalités que nous donnons, que ces jeunes-là se sentent capables de faire quelque chose sans pour autant qu'ils dépendent de l'autre. Vous voyez, moi je suis un entrepreneur, je fais des choses, je conçois des projets, je suis un manager. Maintenant, actuellement, je suis en train de manager un projet. Lequel? Là, vous entrez. Nous sommes, en fait, qu'on se le dise, parce que c'est une entreprise qui rassemble aussi les jeunes. C'est Kitunga Libota, une entreprise agroalimentaire, un projet venant d'un jeune. Et le jeune m'a convié, en tant que jeune, pour manager l'entreprise. Vous voyez, nous sommes en train de manager. Nous avons aussi, de mon côté, j'ai pris seulement le jeune que j'encadre. Vous voyez comment nous sommes en train de transformer la jeunesse. Vous voyez, seulement le jeune que j'encadre, avec les qualités que je connais d'eux, j'ai pris quelques-uns pour nous aider au sein de la société, au sein de l'entreprise. Vous voyez comment nous sommes... Vous parlez de l'encadrement des jeunes. Ouais. Combien de jeunes avez-vous déjà encadré depuis l'année 2020? Depuis l'année 2020, voilà. Nous marchons selon un calendrier, un programme bien déterminé. Ouais. Je vous ai dit que j'ai laissé l'ASBEL, je suis entre les mains d'un coordonnateur. Donc moi, je ne vais pas prendre de décision importante pour l'ASBEL, mais quand même je peux intervenir à une décision importante de l'ASBEL en tant qu'initiateur de l'ASBEL. Ils ont mené de multiples activités
de multiples encadrements de jeunes. Je pense que M. Jason, il est le mieux placé pour répondre à cette question. Alors, j'ai entendu tout à l'heure citer le nom de Steve Biko, c'est un collaborateur de Youssoupha. Est-ce que vous êtes fan de Youssoupha également? C'est une question de curiosité. Ouais, hein. bon, je suis pas très fan de Youssoupha, mais j'aime quand même le fond le texte de ses chansons. Voilà. Quelle est la chanson qui vous attire le plus souvent chez Youssoupha? C'est le titre Mon Roi. Mon Roi. Ouais, c'est vraiment une chanson qui me fait du bien, voilà. En tout cas, je vais demander à la régie de nous préparer si ça sera possible la chanson Mon Roi pour faire plaisir également à tous les fans de Youssoupha que nous saluons depuis la France, qui va sûrement nous suivre, et Steve Biko également. Nos sincères salutations à vous. Alors, comme je le disais à l'entrée de cette émission, aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse congolaise face aux enjeux politiques de l'ère. Quelle attitude devrait-on adopter? Rubin, c'est la toute première question qui ouvre ce débat. Quelle attitude devrait-on? Mais avant d'arriver à cette question, est-ce qu'on peut d'abord parler des enjeux politiques qui couvrent actuellement le sillage congolais? Nous parlons également des élections qui arrivent bientôt. Dites-nous, comment est-ce que vous vous préparez en tant que jeune et en tant qu'acteur politique à affronter ces épreuves électorales? Voilà, merci beaucoup pour cette question, elle est très pertinente. Les enjeux de l'heure, les élections, bien sûr. Voilà, nous en tant que jeunes, vous savez, il y a un mot qui s'est dit, une phrase qui s'est dit, le renouvellement de la classe politique. La jeunesse se mobilise, nous voyons les affiches. En l'ancien temps, c'était pas comme ça. Je crois, vous êtes jeune, 2006, 2011. Nous avons vu de vieux en train de faire leur campagne, mais ce qui est différent et ce qui m'étique un peu cette année, même au niveau des sensibilisations de la campagne d'enrôlement, nous voyons une représentativité importante et significative de jeunes au niveau quant à ces. Les jeunes disent quoi et réclament quoi? Le renouvellement de la classe politique. Mais vous devrez savoir, jeunes, nous sommes dans une année qui est considérée des démagogiques. Une année qui sera complètement démagogique. Avec des discours comme « Je viendrai, Nakoya Kosel Abinoboy ». Pourquoi pas pendant ce temps-là? Nous avons vécu dans un même quartier. On connaît ces messieurs, il avait l'argent depuis 2006. Il n'a rien fait pour ce quartier. Il a maintenant 50 ans, 56 ans, 60 ans. C'est lui qui va faire quelque chose pour ce quartier. Non. Pourquoi pas donner cette chance à nous jeunes qui sommes là, malgré nos multiples préoccupations, des difficultés, mais nous nous mettons au service de la jeunesse. Nous nous mettons au service de la jeunesse. Robert, tu es jeune, mais dites-nous pourquoi les jeunes devraient-ils s'engager dans la politique? Il y a l'entrepreneuriat, il y a le social, il y a beaucoup d'autres domaines, l'économie. Mais pourquoi la politique pour les jeunes? La politique est tellement indispensable dans ces pays. Je vais vous dire, monsieur, toutes les décisions importantes de ces pays sont prises au niveau de la politique. L'Assemblée nationale prend toutes les décisions, toutes les lois qui sont votées, tout ce que nous utilisons, tout ce que nous faisons, sont votées au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis entrepreneur, mais je ne dois pas intervenir dans les grandes décisions de l'État en tant qu'entrepreneur. Jamais. Il faut que je sois dans la marmite, là où les décisions sont prises, pour que je contribue. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que la jeunesse doit se mobiliser, entrer là, dans la gestion du pays, être représentée au niveau de la gestion du pays. Aujourd'hui, vous demandez d'entrer dans la marmite. Est-ce que vous entrez dans la marmite pour le partage de gâteaux comme les autres l'ont fait avant vous, par exemple, aussi? Voilà, c'est pas dans ce sens-là. En fait, nous jeunes, nous voulons juste que ces vieux qui ont longuement travaillé avec de fruits qui sont, bon, je ne peux pas dire complètement négatifs, mais plus ou moins, nous pouvons citer quelques-uns. Il y a des gens qui ont fait plus de 50 ans de carrière politique, peut-être 10 fois ministre. Si on vous dit même une petite entreprise que ce monsieur a créée, ça n'existe pas. Nous, en tant qu'entrepreneurs, je peux venir faire la politique, mais j'ai un sang d'entrepreneur. Vous voyez, je peux être là et du coup, je crée mes entreprises en train d'engager mes jeunes que j'ai encadrés à l'ancien temps. Vous voyez, dans ce sens-là. Et puis, ces gens-là, ces papas, ces cocos qui travaillent, ils sont là en train de... On ne peut pas dire qu'ils ne font pas du bon travail. Hein. Ils font du bon travail parce que la construction que nous utilisons, c'est ce monsieur-là qui l'ont fait. Qui l'ont fait, pardon. Donc, ils sont une classe de personnes qui ont vraiment travaillé pour ce pays. Mais tout ce que nous voulons maintenant, que ça suffit. Les renouvellements de la classe politique s'imposent maintenant. La jeunesse doit prendre, doit reconnaître son rôle dans le processus de le sort de cette République. Pensez-vous que cela sera possible, que l'on puisse vivre après les élections de décembre 2023, le renouvellement de la classe politique, surtout le rajeunissement de la classe politique? Pensez-vous que cela sera possible? C'est très possible.
Déjà, la confiance que nous avons auprès du président de la République. Vous savez, ces régimes, les régimes actuels donnent une confiance tellement importante, une place tellement importante aux jeunes. Les jeunes sont nommés comme PCA, les jeunes sont nommés comme directeurs généraux. Vous savez, c'est une forme d'estime. C'est ce que nous devons demander aux jeunes. En fait, nous devons nous-mêmes faire de l'estime et que les gens aussi doivent avoir de l'estime pour nous, pour que nous soyons nommés quelque part, pour que la jeunesse nous donne confiance. Parce que c'est pas seulement le jeune qui vote, il y a le papa qui vote aussi. Alors nous devons convaincre ce papa-là à nous donner cette place. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Au moment où nous souffrions du Covid-19, la plupart, la tranche d'âge qui a beaucoup succombé, c'était de 60 à 90, je peux dire. Supposons que tous ces gens-là de 60 ans étaient morts pendant la Covid-19. Est-ce que la jeunesse serait capable de prendre la relève? Voilà maintenant la raison pour laquelle nous, en tant que As Belge, je reviens, nous commençons déjà l'encadrement de la jeunesse pour qu'à un moment, si un jeune est nommé au sein d'une entreprise publique, qu'il ait au moins cette facilité et cette amabilité de faire quelque chose. Vous êtes en train de demander que l'on puisse rajeunir la classe politique. Les vieux doivent partir en retraite, mais la question de la retraite, ça pose aussi d'énormes préoccupations au niveau de l'opinion publique. Vous voulez renvoyer les vieux à la retraite pour que vous, les jeunes, vous puissiez prendre leur place. Mais comment est-ce que ces vieux vivront après être allés en retraite? C'est ça la plus grande question aussi que le vieux se pose. Et c'est ce qui est à la base du conflit générationnel entre vous, les jeunes, et les vieux. Si seulement les enseignants qui transmettent leur connaissance partent en retraite. Dites-moi un peu, un député, s'il part en retraite, un ministre s'il part en retraite, qu'est-ce que ça va changer? Vous voyez? Si seulement un monsieur, un professeur, qui transmet la connaissance au milieu de jeunes, l'État a prévu une retraite pour eux. Je crois c'est à 75 ans, 65 ans comme ça. Tu dois partir. Malgré la compétence, malgré la connaissance, mais tu dois partir. Et un politicien, un ministre, un député qui a travaillé pendant 15 ans, s'il part, qu'est-ce que ça va changer dans ces pays? Vous voyez? La réponse est claire. Ils peuvent partir. C'est clair. Ils peuvent partir. C'est ce que vous avez dit, Rubin. Quelles sont vos attentes? Vous-même d'abord en tant que jeune et en tant qu'analyste, quelles sont vos attentes en fait de tout ce qu'on est en train de vivre, l'ébullition au niveau de la jeunesse? Les jeunes, ils se mobilisent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour accéder dans les hautes fonctions du pays, mais qu'est-ce que vous attendez exactement et concrètement de cette jeunesse? Voilà. Une fois qu'à la tête du pays, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils fassent? Cette jeunesse doit faire les choses autrement. Cette jeunesse doit avoir une autre politique. Vous savez, j'aime la politique de proximité du président de la République. L'autre fois, nous étions au Palais du Peuple, je crois que vous étiez là. Exact. Le président a parlé aux jeunes. C'est cette politique de proximité que nous voulons. C'est ce qui est différent même au régime passé. Je ne suis pas en train de critiquer le régime passé, mais je suis en train de décrire une chose nouvelle que nous n'avons jamais faite au régime précédent. Le président a parlé avec la jeunesse. Bien que ce n'est pas la première fois au monde, le président Macron en a fait, et d'autres présidents ont parlé à la jeunesse de leur pays. Alors, le président a compris cela. Le président a compris cela, raison pour laquelle il a rendu l'enseignement gratuit. C'est une forme de préparer la jeunesse. Vous voyez? Parce qu'on peut tout faire. Si la population n'est pas instruite, ces pays n'évoluera jamais. Mais c'est cette même gratuité de l'enseignement qui est combattue de part et d'autre. Ouais, vous avez dit que c'est combattu. Nous sommes en train de faire une chose et son contraire. Nous ne voulons pas le développement de notre pays. Comment une chose qui est bénéfique et salvatrice, une chose qui est salvatrice pour le pays, vous devez la combattre? Non. Ces jeunes-là, ces enfants-là, qui doivent étudier gratuitement, c'est l'avenir de ces pays. On devait favoriser tout. On devait combattre tout à part ça, monsieur Gide. On devait combattre tout dans ces pays. On devait combattre tout dans ces pays à part l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. Mais si il faudrait qu'on favorise la gratuité de l'enseignement, dites-moi, Rubin, vous ne vivez pas au ciel, vous vivez à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Quelles sont les conditions depuis qu'on a instauré la gratuité de l'enseignement? Quelles sont les conditions dans lesquelles les enfants étudient actuellement? Est-ce qu'on peut espérer que grâce à la gratuité de l'enseignement, cette jeunesse sera-t-elle très bien formée pour assumer les fonctions, les responsabilités du pays? Déjà, vu que cette gratuité est combattue, et du coup, on ne donne pas de paramètres de sortie, le paramètre qui peuvent déboulonner
ces difficultés, telles que vous avez citées, les conditions auxquelles les enfants sont enseignés, est-ce qu'ils ont évoqué, ils ont soumis au président de la République des propositions telles qu'une multiplication des écoles? Vous savez, nous avons plusieurs écoles, mais il y a des écoles à caractère... bon, les écoles qui sont liées à l'État et les écoles qui sont privées. Les écoles privées, ce sont les mêmes écoles là qui sont contre, qui s'insurgent contre la gratuité de l'enseignement. Moi, je trouve que c'est inconcevable. Ils devaient normalement accompagner cette vision. Ce sont ces écoles-là qui nous mettent en difficulté, qui mettent le président de la République en difficulté, et que tous ces enfants-là se donnent dans une même école et il y a un surnombre. Vous voyez, si seulement ces écoles privées avaient accepté d'opter pour la gratuité, il n'y aurait pas ces surnombres dans différentes écoles de l'État. Les enjeux politiques de l'heure, c'est aussi, comme je le disais d'ailleurs, comme on est en train de le dire, les élections qui arrivent. Des élections, ça c'est la 4e fois de suite que la RDC va connaître des épreuves électorales, toujours contestées. Pensez-vous que les élections de 2023, décembre 2023, seront crédibles? Je pense que oui. Avec la volonté du président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête du pays, c'est une autre forme de démocratie. Vous savez déjà, la démocratie, nous sommes en train de la vivre sous le mandat de Tshisekedi, le président de la République. Je pense que les élections seront crédibles, très crédibles même. Et raison pour laquelle les jeunes s'y mettent. Je donne l'une des raisons de plus les gens s'y mettent, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de nomination cette fois-ci. Tu gagnes sur terrain, tu gagnes sur terrain. Vous voulez affirmer qu'en 2018, il y a eu des nominations? Je n'affirme pas, mais je suis en train de... Nous sommes en train de dire la réalité. Nous sommes tous Kinok, comme vous l'avez dit. Nous savons tous ce qui s'est passé en 2011. Nous savons tous ce qui s'est passé en 2018. Et nous osons croire que... Donc selon vous, en 2018, Félix Tshisekedi n'avait pas obtenu non, j'ai pas le parlé mandat du peuple? Non, j'ai pas parlé du président de la République. C'est ce que vous voulez dire autrement? J'ai dit, il n'y aura pas de nomination. Quand je n'ai pas déterminé. Au niveau du conseil communal, il y a eu des nominations. Mais cette fois-ci, il y aura des élections. Au niveau de Bougoumès, il y a toujours eu des élections, je crois que c'était à suffrage indirect, je crois bien. Mais cette fois-ci, il y aura des élections même au niveau du bourgmestre, au niveau du conseil communal. Donc il n'y aura pas de nomination. Donc c'est là aussi que la jeunesse doit petit à petit prendre son rôle. Moi je pense que nous devons commencer là. C'est la base. Au niveau des conseils communaux, au niveau des tri, la jeunesse doit arracher plusieurs sièges. On doit avoir la représentativité de la jeunesse au niveau de tout. Au niveau de la députation, au niveau des conseils communaux, au niveau du bourgmestre, au niveau du gouvernement. Parce qu'il y a des jeunes qui figurent actuellement dans le gouvernement. Ils ne sont pas spéciaux. Mais est-ce que vous pensez, la CENI l'a dit, mais est-ce que selon vous, ces élections auront bel et bien lieu en décembre 2023? Il n'y aura pas de prolongement de date? Tout dépend des difficultés. Tout dépend de problèmes. Mais je pense que la priorité, c'est les élections en 2023. Mais si ce problème persistait et que on vous annonçait que les élections n'auront plus lieu en décembre 2023 et qu'il faudrait les reporter, quelle sera votre réaction? Je pense que si le problème est pertinent et le problème est fondé, pourquoi pas s'y mettre, entendre pour le bien du pays, pour le bien de la RDC. Nous pouvons nous rassembler, trouver un accord, un consensus qui pourra nous amener 1 année ou 2 ans après les élections. Mais l'essentiel est que nous ayons les élections en 2023 ou 2024, moi ça me dérange pas. L'essentiel est que nous ayons les élections. Pour moi, l'idéal serait d'avoir des élections en 2023. Ruben, les jeunes te suivent. Tu es en train de suivre à la lettre l'évolution de ce processus électoral qui a déjà été déclenché avec le processus des opérations d'enrôlement des électeurs. D'abord, on nous avait accordé 1 mois, ensuite on nous a rajouté un autre mois, un 2e mois, ça fait déjà 2 mois pour les opérations d'enrôlement et on se rapproche, les jours se rapprochent déjà. Pensez-vous exactement, les jeunes voudraient vraiment savoir, en tant qu'analyste, pensez-vous vraiment que ces élections ne vont pas dépasser la limite de décembre 2023 ? Avec tout ce retard qu'on connaît un tout petit peu dans les opérations d'enrôlement? Bon, sont réalistes. Déjà, la manière dont la CENI fonctionne est déjà autre que celle que nous avons vue sous mandat des messieurs Corneille Nangaa et les autres. Je pense que cela est dû au bouleversement du calendrier même scolaire.
C'est ce qui a fait à ce que nous n'ayons pas un temps favorable pour l'enrôlement. Parce que déjà, l'enrôlement est toujours fait entre le mois de juin et le mois d'août. Vous n'allez pas me contredire. Nous prenons 2 ou 3 mois pendant les vacances. Et vous savez qu'après la Covid-19, tout a changé, tout a chamboulé. Et voilà ce qui a fait à ce que la CENI ramène tout au mois de janvier. Et il a vu que l'ultimatum donné était moindre. Il a ajouté, nous sommes en train de voir comment la CENI évolue. Si il arrive que nous ayons des difficultés, que la CENI ait des difficultés pour que les élections soient crédibles et transparentes avec de bonnes conditions, moi je pense que le prolongement ne va pas nous pénaliser. Mais je suis sûr avec M. Félix Antoine Tshisekedi, il y aura les élections en 2023. Je suis sûr qu'avec Félix Tshisekedi, il y aura des élections en 2023. Ce sont vos mots, Rubin Bouiri, mais on va respirer un tout petit peu. Du côté de la régie, il y a la Jérémy Fouetta qui est en train de tout manœuvrer. Jérémy, on revient à toi pour cette chanson Youssoufa, mon roi. C'est parti, on se retrouve tout juste après.